Matin, à 10 h ce matin, tôt ce matin, donc nos condoléances aux familles des victimes et à tous les Coptes, les chrétiens d'Égypte. Là, donc, on rappelle qu'aujourd'hui, tôt ce matin, vers 10 h du matin, une explosion a eu lieu. Il s'agit donc de au moins 25 personnes qui ont été tuées et 49 autres blessés dans un attentat à la bombe en pleine célébration à l'intérieur d'une église copte orthodoxe au Caire. L'explosion entendue dans tout le quartier a eu lieu, comme je viens de vous le dire, vers 10 h du matin dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul qui jouxte la cathédrale copte Saint-Marc, siège du pape de l'église copte Tewodros II. Donc là, il s'agit de l'attentat le plus meurtrier contre la communauté chrétienne depuis longtemps. Donc on va plus ou moins parler de cet incident, de cet attentat ce soir dans la partie débat de l'émission. Mais justement, on aimerait bien souligner que le président russe Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances au président Abdel Fattah el-Sisi dans un communiqué publié par le Kremlin. Le président Poutine s'est dit choqué par l'explosion terroriste qui a frappé la cathédrale copte de Saint-Pierre au Caire et qui a visé surtout des femmes et des enfants. Le président russe a souligné dans le communiqué que cette tragédie met en relief la nécessité d'œuvrer en commun pour lutter contre le fléau du terrorisme international. Là aussi, il faut mentionner que plusieurs parties, presque tous les pays du monde arabe ont présenté aussi leurs condoléances au président Abdel Fattah el-Sisi et aux Égyptiens, donc suite à cette explosion. Tout de suite, je vous propose un commentaire justement sur cet attentat terroriste. Et on accueille juste après nos invités justement pour essayer de parler de cet attentat, des défis dont fait face l'Égypte ces jours-ci. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier contre la communauté chrétienne depuis longtemps. Les ambulances affluaient ce matin aux alentours de l'église ainsi que les membres des forces de sécurité arrivés sur place après l'explosion. Les autorités ont saisi les caméras de sécurité de l'église pour commencer à examiner leur contenu. Par ailleurs, les corps des victimes ont été transportés à la morgue et les blessés acheminés vers les hôpitaux les plus proches. Un tout premier bilan faisait état d'au moins 5 morts, puis un nouveau bilan de 20 morts. Le bilan est ensuite monté à 25 victimes. Un périmètre de sécurité a été installé par la police autour de l'église, tandis qu'une vingtaine de personnes y scandaient des slogans contre le terrorisme. Dites au cheikh, dites aux prêtres, le sang des Égyptiens n'est pas bon marché. Ministre de l'Intérieur démission, clamait-il. L'attaque n'a pas dans l'immédiat été revendiquée. Le président Abdel Fattah el-Sisi a aussitôt appelé le pape Tewodros pour condamner l'attentat et lui présenter ses condoléances. Il a déclaré 3 jours de deuil national à compter de ce dimanche. L'attentat vise la nation avec ses chrétiens et ses musulmans, a réagi le chef de l'État dans un communiqué. L'Égypte n'en sortira que plus unie, a-t-il conclu. Le premier Chérif Esmaïl a également réagi dans un communiqué. Les musulmans et les chrétiens de la nation sont solidaires contre ce terrorisme noir. L'imam de la plus haute institution de l'islam sunnite, Al-Azhar, a également condamné une attaque infâme. En France, le ministère des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a assuré dans un communiqué que la France est pleinement solidaire de l'Égypte dans cette terrible épreuve, comme dans la lutte contre le terrorisme. Les Coptes orthodoxes d'Égypte constituent la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient et l'une des plus anciennes. La situation économique en Égypte, où on est exactement. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans
la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur Nile TV International. Voilà, donc 3 jours de deuil national ont été promulgués ici en Égypte, justement suite à cet attentat meurtrier qui a justement visé une église au Caire. Là, on rappelle qu'il s'agit de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul qui jouxte la cathédrale copte Saint-Marc, siège du pape de l'église copte Tewodros. Justement, on va essayer de parler de cet attentat, comme je viens de le dire, et des défis dont fait face l'Égypte aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Sami Mandour. Bonsoir Dr Sami Mandour, vous êtes professeur à l'Université Al-Azhar, ainsi que Dr Kamel Gaballah. Bonsoir Dr Kamel Gaballah, vous êtes aussi professeur à l'Université Al-Azhar. Justement, j'aimerais commencer avec la signification de cet attentat. Là aussi, on aimerait bien mentionner qu'aujourd'hui, c'était un jour férié à l'occasion de la naissance du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Donc c'était un jour férié. Aussi, c'est un dimanche, donc un jour de regroupement, de prière pour les chrétiens. Donc un attentat qui a lieu aujourd'hui au sein et à l'intérieur de la cathédrale. Dr Sami Mandour. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Effectivement, c'est le jour on célèbre la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est affreux de commettre un crime, c'est affreux de commettre ce crime dans n'importe quel jour. Il est trop affreux de le commettre dans un jour où l'on célèbre la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque normalement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? Comme Allah le dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que miséricorde pour l'univers. Et donc là, ce n'est pas une miséricorde pour les musulmans, mais c'est une miséricorde pour tous les êtres humains. Pas seulement pour les êtres humains, mais aussi pour les êtres animés. Pas seulement pour les êtres animés, mais aussi pour les êtres inanimés. Donc imaginez, si notre prophète il est, il le sera toujours, une miséricorde pour les humains, pour les êtres animés, pour les êtres inanimés, comment un musulman pourrait oser commettre un tel crime contre un lieu de culte? Et nous, en tant que musulmans, on doit le souligner d'une façon concrète et d'une façon claire. Les musulmans sont tenus même de protéger les lieux de culte des autres confessions. Oui. Là, même les musulmans sont tenus de combattre et de lutter et de faire la guerre quelquefois pour protéger les lieux de culte des autres confessions. Là, quand Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé aux musulmans de combattre pour se défendre, parmi les raisons aussi, défendre les lieux de culte des chrétiens et des juifs.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. Là, le Coran parle de cet objectif de la guerre légitime, de l'autodéfense. On est obligé, en tant que musulman, de défendre ces lieux de culte des autres confessions, et en particulier ceux des juifs et des chrétiens. Et donc là, si un musulman ose faire un tel crime, donc on se doute même de son islam, et il n'est pas un vrai musulman, puisqu'il est contre même les enseignements du prophète, dont on fête le jour de sa naissance aujourd'hui. Très bien, les contextes changent, mais les défis restent le même, et ainsi que les devoirs en fait. Docteur Kamal Gabal, là, on voit un attentat meurtrier qui vise des femmes, des enfants à l'intérieur d'un lieu de culte. Aujourd'hui, cet attentat vise qui exactement? La nation égyptienne, la communauté, ou les Coptes, je ne veux pas dire la communauté copte, mais les Coptes d'Égypte, les chrétiens d'Égypte, l'unité entre musulmans et chrétiens, parce qu'aussi on insiste trop sur ce point. Donc, vous trouvez que cet attentat vise qui exactement? Je crois qu'il vise l'Égypte tout entière, en fait, parce qu'il vise à déstabiliser la société égyptienne, à s'aimer la discorde dans la société, à s'aimer aussi la sédition, peut-être confessionnelle, si vous voulez, sectariste. Il vise également la paix intérieure du pays, il vise également aussi l'économie égyptienne, parce que lorsqu'on perpètre un tel attentat, un tel crime, surtout qu'on s'approche de Noël et de la saison de tourisme aussi, donc on vise à déstabiliser l'économie égyptienne, à détérioriser en fait l'économie et le pays, à chercher à saper le parcours de développement dans tous les pays. Donc on vise en fait le pays même, c'est-à-dire on veut exactement ébranler la situation intérieure en Égypte. Je crois que c'est ça l'objectif. Objectif tout à fait malin, malicieux aussi. Donc, je crois qu'il faut détecter, il faut faire des enquêtes tout à fait profondes pour connaître, premièrement, du point de vue sécuritaire, comment cela se produit, et deuxièmement, du point de vue intellectuel, qui se trouve derrière, en fait, de telles pensées tout à fait déviées, tout à fait extrémistes, intégristes. Parce que peut-être il n'y a pas de raison, par exemple, d'ordre religieux, peut-être d'ordre fanatique, peut-être d'ordre, par exemple... D'ordre terroriste, tout simplement, pas religieux, pas fanatique, simplement c'est terroriste. Mais peut-être il est animé par qui? Peut-être intérieurement, peut-être, par exemple, d'autres pays à l'extérieur de l'Égypte, et donc on ne connaît pas. Donc il faut chercher à faire des enquêtes profondes pour détecter la vérité. Justement, cet attentat fait suite aussi à d'autres attentats. Voilà, ça fait quelques jours qu'on connaît des attentats aussi meurtriers qui visent des Égyptiens, des civils, les forces de l'ordre, c'est-à-dire on ne distingue plus les attentats visent qui, on est contre qui exactement de la nation. Aujourd'hui, on parle aussi presque... je ne vais pas dire tous les jours, au moins toutes les semaines, d'un attentat dans le Sinaï, et justement, que ce soit d'ordre fanatique, religieux, ça reste des attentats d'aspect terroriste surtout. Aujourd'hui, vous, en tant que professeur à l'université, lorsque vous parlez avec les jeunes, vous communiquez avec les jeunes, est-ce qu'ils sont vraiment conscients de la nature des défis actuels dont fait face le pays? Oui, normalement, vous avez un problème à plusieurs facettes. Puisque normalement, vous avez dit qui vise, l'attentat vise qui exactement? Voilà. Et moi, je dis, oui, ça vise les tissus nationaux, comme le dit notre collègue, mais elle vise essentiellement l'homme, avec H majuscule. Oui. Puisque là, c'est la vie de l'homme qui est menacée. Et pour nous, en islam, la vie de l'homme est sacrée. La vie de l'homme, tout homme. Il ne s'agit pas d'un homme musulman, d'un homme non musulman, mais il s'agit de tout homme. La vie, l'âme de tout homme est sacrée, est inviolable, et donc il faut la garder, il faut la protéger de toute manière. Donc là, pour répondre à votre question, il s'agit des jeunes, puisque normalement, ceux qui perpètrent normalement de tels crimes sont effectivement des jeunes.
Et donc, nous, en tant que professeurs à l'université, on est toujours en contact avec les jeunes. Nous, à l'Azhar en particulier, on ne rencontre pas beaucoup de jeunes qui ont déjà cette éthiologie, puisque normalement, l'enseignement à l'Azhar, c'est un enseignement particulier. Là, nous avons un enseignement de la religion, et donc là, les jeunes sont déjà bien formés en matière de la religion, en matière de l'enseignement de la religion. Donc, c'est difficile de trouver un Azharien qui pourrait commettre avec toutes les reproches que certaines, parce que aussi c'est bien, c'est une bonne occasion de parler de ce point en particulier, parce que beaucoup de gens reprochent à Al-Azhar sa formation, ses programmes parfois. Donc c'est une bonne occasion de dire exactement. Permettez-moi de le dire, ceux qui reprochent à Al-Azhar ne savent bien comment l'enseignement de l'Azhar marche. Puisque normalement, l'enseignement de l'Azhar, c'est quoi? C'est un enseignement qui habitue l'étudiant à l'acceptation de l'autre, au respect de l'autre, à la reconnaissance de la diversité, à respecter tout point de vue. Donc imaginez si un étudiant à l'Azhar qui étudie même la matière, on essaie d'accuser la matière fiqh par exemple. Et la matière fiqh, c'est une matière très importante qui enseigne à l'étudiant azharien comment accepter l'autre, comment accepter les divergences de point de vue, comment accepter même l'autre qui a une autre religion, et qui apprend à l'étudiant de l'Azhar qu'il y a un non-musulman et le non-musulman a des droits fondamentaux dans la société musulmane. Donc là, cet enseignement déjà inculqué aux jeunes azhariens protège les jeunes azhariens contre la manipulation, contre l'embrigadement même quelquefois. Oui. Donc là, les jeunes à l'Azhar sont plus ou moins protégés contre une telle idéologie, puisque le terrorisme devient, comme le dit toujours le grand imam, est devenu une idéologie. Oui. Donc comment lutter contre cette idéologie à l'Azhar? Voilà, c'est une autre question. C'est une autre question. On va justement revenir à cette question. C'est justement comment lutter contre cette idéologie, si on la qualifie aujourd'hui d'idéologie. Mais justement, nous avons en ligne, en direct, Général Ibrahim Choukri. Bonsoir, Monsieur le Général. Vous êtes expert en sécurité. Bonsoir. Voilà, justement, j'aimerais savoir comment avez-vous trouvé cet attentat qui a eu lieu aujourd'hui à l'intérieur d'une église qui jouxte justement la cathédrale orthodoxe, justement d'un point de vue sécuritaire. Comment voyez-vous l'ampleur de cet attentat? D'abord, permettez-moi, avant de démarrer, d'adresser mes condoléances à tout le peuple égyptien. Je ne dis pas aux chrétiens seulement, mais parce que c'est quelque chose de tristesse, c'est drôle, c'est contre tout le peuple égyptien, bien sûr, tous les plans de modernisation que nous sommes en train de faire maintenant dans notre pays. Donc, c'est quelque chose qui attaque, disons, l'avenir des Égyptiens, bien sûr. Il essaye de toucher des relations qui sont très importantes, très étroites entre les musulmans et les chrétiens. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas exactement les gens qui sont accusés de faire cette attaque terroriste, cette attaque lâche. Deuxièmement, permettez-moi aussi de dire que les attaques terroristes de ce genre-là, par tout le monde, même dans les pays les plus puissants, ce sont des attaques qu'on ne peut pas souvent l'arrêter. On ne peut pas estimer que ça va arriver à quelle heure, sauf s'il y a des informations ou échanges d'informations entre les responsables de sécurité parmi tous les services ou parmi l'État à l'intérieur ou bien à l'extérieur aussi. Donc il devrait y avoir une sorte de changement d'informations, c'est-à-dire un travail intellectuel, bien sûr. Donc si vous pouvez analyser cette affaire-là, on peut dire franchement que nous devons d'abord voir comment est la pensée, qu'est-ce qui se déroule à l'intérieur de la tête de ceux qui planifient ces attaques contre l'Égypte. Je constate, moi, personnellement, que ce sont des gens qui ont peut-être pensé que l'Égypte
va prendre des étapes de progrès. Vous voyez qu'il y a 2 jours qu'il y avait une sorte de conférence ou entretien avec les jeunes, de la jeunesse, avec le président de la République. Oui, bien sûr. Donc, il y a eu plusieurs projets au niveau de cet entretien. Et un des projets les plus importants de mon point de vue, c'était l'annonce des jeunes qui vont déclarer la désignation de l'ancienne ambassadrice, c'est-à-dire... campagne pour soutenir notre candidat à l'UNESCO en tant que présidente à l'UNESCO. Voilà. Donc, si on est en train de faire quelque chose d'international, ça veut dire qu'il y a d'autres à l'extérieur qui ne veulent pas ça. Ils veulent présenter l'Égypte comme c'est un pays qui n'est pas un bon représentant de l'UNESCO. C'est-à-dire c'est un pays qui n'y a pas de la paix, qu'il y a des guerres, qu'il y a du terrorisme. Comment on peut choisir un personnage? Monsieur le Général, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de certaines défaillances de l'appareil de sécurité? Est-ce que c'est envisageable donc de parler de cet aspect ou donc où on peut reprocher un manque de je ne sais pas comment dire, mais en fait, est-ce que vous pouvez reprocher à l'appareil de sécurité un manque peut-être ou un manque de sécurisation? Justement, et aussi, qu'est-ce qu'on peut justement faire pour éviter qu'un tel attentat ne se reproduise? Mais c'est tout à fait ce que je viens de vous expliquer, moi. Parce que on peut dire, bien sûr, il y a des erreurs qui ont été commises, bien sûr, mais en même temps, on ne peut pas, c'est-à-dire estimer ou croire quelle sera l'attaque terroriste qui peut venir une telle journée. C'est-à-dire c'est quelque chose d'inattendu. Et ça arrive dans tous les pays du monde. Je ne suis pas un défenseur, bien sûr, mais j'essaye d'expliquer les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, s'il y a une attaque terroriste, supposons qu'il y a un personnage très intéressant, que je suis contre lui, et que je veux lui attaquer, je peux attendre son véhicule et jeter une bombe. Donc, tout simplement, les terroristes, ils font des attaques terroristes, ils ont plusieurs cibles à viser. Donc, on ne sait pas où se trouvent les cibles. Le plus important pour moi, et ce que j'ai démarré mes paroles avec vous, c'est d'avoir des informations et d'échanges d'informations avec les autres services intellectuels. C'est ce qui m'intéresse maintenant. Il faut y avoir des informations, il faut avoir aussi une présentation sur le niveau des sites et des endroits qui sont susceptibles d'être attaqué par un terroriste. Donc, très bien. Monsieur le Général, est-ce que vous conseillez, est-ce que vous trouvez qu'il faut sécuriser davantage les lieux de culte chrétiens ici en Égypte? Donc, si on va poser des gardes ou des policiers partout au niveau du territoire égyptien, ce n'est pas logique. Donc, normalement, il ne faut pas proposer des policiers et des mêmes gendarmes ou des postes armés ou d'autres organes de sécurité par tous les sites chrétiens et musulmans, les églises et les mosquées. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Or, le plus important, c'est de bien former les éléments qui se trouvent au niveau de ces services sécuritaires, c'est de bien contrôler ces services sécuritaires et aussi c'est de bien de faire échange d'informations et essayer de s'infiltrer à l'intérieur des organes des terroristes qui peuvent penser à faire quelque chose pareil. Il y a des moyens. Donc les gens qui ont étudié les attaques terroristes, qui sont par exemple des régimes policiers, qui ont étudié à l'académie de police ou quelque part, ils connaissent bien qu'il y a des étapes à prendre pour avoir des informations à l'intérieur, au sein de ces régions-là. Très bien. C'est très important. Monsieur le Général Ibrahim Chokri, vous êtes expert en sécurité. Merci beaucoup de vos explications. Merci. Je reviens à vous, donc, docteur Kamal Gabara. Tout à l'heure, docteur Mandour nous parlait de comment justement lutter contre cette nouvelle idéologie terroriste. Aujourd'hui, on parle du terrorisme en tant qu'idéologie. Et là, il faut rappeler que
on a adressé à plusieurs reprises, le chef de l'État a adressé à plusieurs reprises ces appels justement pour renouveler, moderniser le dialogue religieux, tous ces appels. Comment voyez-vous leur impact sur le terrain? Bon, je crois qu'il s'agit d'une question tout à fait polyvalente. Premièrement, je reprends aussi la parole de mon collègue. En ce qui concerne l'enseignement à l'Azhar, c'est une formation purement académique et purement scientifique, parce que ce que l'on sait à l'Azhar, c'est quoi? C'est la langue arabe avec toutes les branches comme syntaxe, morphologie, grammaire et tout. Et donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec n'importe quelle idéologie déviée ou bien extrémiste. Et deuxième chose, il y a les sciences religieuses, comme par exemple le fiqh, qui est une science tout à fait basée sur le fondement et des règles tout à fait académiques, à l'instar de droit par exemple. Nous avons également d'autres sciences comme la philosophie islamique, la philosophie moderne. Nous avons également ici, par exemple, même des sciences modernes comme les langues, comme les sciences exactes, comme la géographie, l'histoire et tout. Donc c'est un enseignement, c'est une institution d'enseignement académique, purement académique. Très bien. Vient, deuxièmement, si vous voulez, comment par exemple faire face aux problèmes d'ordre social. Nous avons par exemple le rééditeur des mosquées qui donne les sermons de vendredi, aussi le causerie hebdomadaire. Donc, ils sont invités également à avoir, à constituer ce qu'on appelle la culture de rééditeur, bien de prêcheur. Cette culture exige que cette personne cherche les connaissances qui sont tout à fait relatives aux questions sociales. Par exemple, d'avoir une base de sociologie, de psychologie, d'anthropologie aussi, et d'avoir une vaste connaissance de ce qu'on appelle le fiqh de la réalité, fiqh al-waqa, ce qu'on appelle en arabe. Donc, vient également ce dialogue interreligieux. Ce dialogue interreligieux, en fait, il était entamé à l'Azhar. Ça fait même, non seulement à l'Azhar, même avant la création de l'Azhar, la fondation de l'Azhar, elle était déclenchée même au temps de calife Abd-Malik ibn Marwan, qui avait autour de lui des chrétiens, des juifs et des musulmans qui ne cessaient de faire des débats interreligieux, des débats dans une atmosphère tout à fait pacifique et tout à fait en fait tolérable. Et aussi Azhar, par exemple, surtout au temps d'Omar Aghi, de grand imam Cheikh Chaltout, et aussi actuellement sous, si vous voulez, l'ombrelle de l'Azhar, avec la collaboration de son éminence, le grand imam de l'Azhar, et son éminence, le grand pontife, le pape Tawadros, et avant lui-même, le pape Shenouda. Donc il y avait ce qu'on appelle la maison de la famille Bayt al-Aïla, donc qui cherche toujours en fait si vous voulez, à rapprocher le point de vue pour une coopération, pour lutter contre tout ce qui n'a rien à voir avec la religion. Avec R majuscule. La religion, c'est quoi? La religion, c'est la miséricorde pour toute l'humanité. Elle apporte le bonheur à l'humanité. Lorsque vous tombez sur quelque chose qui pourrait, par exemple, apporter nuisance, souffrance, malheur à l'humanité, donc logiquement, ça n'a rien à voir avec la religion. Nous avons les grandes règles, les principes, et nous avons les détails. C'est dans les détails qui résident en ce qui concerne l'Azhar en particulier, là on va parler de la jeunesse en général, puisque lorsqu'on parle de l'Azhar, cette institution, on parle en particulier d'un enseignement ou de sciences. Pluriel, un enseignement pluriel. Voilà, justement, pour parler de la jeunesse en général, je vous propose alors de suivre avec nous un commentaire sur cette réunion mensuelle, cette première réunion mensuelle qu'a tenue hier le chef de l'État lorsqu'on parle de dialoguer avec les jeunes, la jeunesse, pour les écouter, pour justement les intégrer dans les changements ou dans les nouvelles idées qui visent justement à améliorer le quotidien, notre quotidien tous ici en Égypte. Là, je rappelle donc que le président Abdel Fattah ici a inauguré hier, samedi, la première réunion mensuelle avec les jeunes, et donc cette réunion consacrée au suivi des recommandations de la première conférence nationale des jeunes tenue en octobre dernier, fin octobre dernier à Sharm el-Sheikh. Parmi les recommandations émises au terme de discussions et débats de la première conférence nationale des jeunes tenue en octobre dernier à Sharm el-Sheikh était l'organisation d'une réunion plénière mensuelle
sous le parrainage de la présidence et en coordination avec tous les services de l'État, à laquelle participent des représentants des jeunes de toutes les catégories et tendances. Au cours de cette rencontre, on suivra au fur et à mesure les mesures prises pour la mise en application des recommandations de la Conférence nationale des jeunes jusqu'à la tenue de la deuxième conférence en novembre 2017. Dans ce contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce samedi la première réunion mensuelle avec les jeunes. Au menu de cette réunion dès ce jour, le suivi des recommandations émises par la première conférence nationale des jeunes, la tenue d'un débat sur des dossiers clés dont l'enseignement, la conjoncture économique, les initiatives lancées et les propositions avancées par les jeunes. Dans son discours à cette occasion, le chef de l'État a mis l'accent sur les grands défis que relève à présent le pays sur tous les niveaux politiques, économiques et sociaux. Il a d'ailleurs souligné que le pays confronte un danger périlleux, celui des groupes terroristes et obscurantistes qui s'évertuent à détruire la patrie. Ces groupes terroristes, ajoute-t-il, sont financés par des forces étrangères qui cherchent à semer le chaos et la violence dans la région en appuyant ces organisations terroristes dans certains pays avoisinants en pleine perturbation. L'Égypte est aussi ciblée, a réitéré le président, ajoutant qu'on affronte également une corruption qui tente inlassablement d'avorter les efforts considérables du développement et de l'évolution. Mais il a assuré qu'on est bien déterminé à endiguer ce fléau subversif en intensifiant les efforts des services de surveillance, en dépendant sur les technologies modernes et en évoluant les systèmes législatifs et légaux. Le président a d'ailleurs évoqué les grands défis que relève le pays, entre autres l'augmentation du volume de la dette publique et celle du déficit budgétaire, la baisse du produit national, la diminution des exportations, le rétrécissement de la production agricole et industrielle et le recul du tourisme. Face à ces grands défis, nous nous sommes trouvés astreints à prendre un ensemble de mesures de réforme dans le domaine économique, a poursuivi le président. Ces réformes, dit-il, visent en premier lieu à réanimer l'économie égyptienne et à attirer de nouveaux investissements afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens et le niveau des services qui leur sont présentés. À la clôture des débats, le président a précisé que les mesures de réforme adoptées récemment impliquaient beaucoup de courage de la part des responsables de l'État. À la clôture des débats, le président a précisé que les mesures de réforme adoptées récemment impliquaient beaucoup du courage de la part des responsables de l'État, à la lumière de leurs effets négatifs sur les citoyens, ajoutant qu'on ne pourrait nullement négliger la souffrance des Égyptiens. Aussi a-t-il enjoint le gouvernement à prendre toutes les mesures de protection en parallèle avec les mesures de la réforme économique. Voilà donc des débats, des dialogues ouverts entre les jeunes et les hauts responsables, y compris le chef de l'État même. À la fin de cette réunion, à la fin de la journée, le président Abdel Fattah el-Sisi a mentionné les défis dont fait face l'Égypte aujourd'hui. Il a salué le peuple égyptien pour avoir justement soutenu les mesures tellement difficiles et d'austérité qui ont été prises par le gouvernement très récemment. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces défis, de ce contexte du dialogue avec les jeunes, et puis le lendemain, on voit un tel attentat, comment voyez-vous l'image aujourd'hui? Donc, normalement, si vous avez dit, si on fait de tels efforts et au lendemain, on doit trouver un attentat contre une mosquée ou bien contre des policiers ou bien contre quiconque, donc là, il y a une certaine faille, il y a une certaine lacune. Et donc, pour essayer de combler cette lacune, oui, le dialogue avec les jeunes, on doit les écouter, tout, c'est bien. Mais le problème, c'est pas ça, essentiellement, à mon avis. Puisque le problème gît essentiellement dans l'éducation et dans la formation des jeunes, dès leur prime enfance, comme on le dit. Donc, quand on est un élève qui est pas seulement au lycée, mais qui est à l'école primaire, ensuite préparatoire, ensuite au cycle secondaire, ensuite à l'université. Donc là, on doit essayer d'adopter une certaine stratégie globale en Égypte. Qui, là, nous avons déjà entendu les services dans le rapport, les services de l'État sont présents dans ce dialogue. Et donc, tous les services de l'État, toutes les autorités de l'État, tous les ministères de gouvernement doivent participer à adopter une certaine stratégie pour protéger les jeunes. Et l'éducation joue un rôle très important, doit jouer un rôle très important dans cette stratégie, puisque plus on forme les étudiants sur la culture de la paix, la culture de la reconnaissance de l'autre, la culture de respect de l'autre, la culture de l'ouverture à l'autre, de la prime enfance, donc
enfin, à la fin, donc, on doit avoir quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui accepte l'autre, quelqu'un qui est contre la violence, quelqu'un qui est contre toutes sortes d'injustices. Et donc, c'est très important aussi de le dire dans notre moment actuel, puisque, normalement, les jeunes souffrent de quoi exactement? Donc, on doit chercher les raisons de la souffrance de jeunes, les raisons qui poussent certains jeunes à sacrifier leur vie pour réaliser un certain objectif, quel que ce soit l'objectif. On peut parler d'un objectif politique, d'un objectif économique, d'un objectif, n'importe quel objectif. Donc on doit quand même chercher les raisons. Comme le dit le grand imam plusieurs fois, dans plusieurs discours, il faut chercher les raisons des phénomènes. Il ne faut pas dire voilà les phénomènes et voilà les aspects de phénomènes. Mais il faut dire qu'ils sont les raisons de fond de ce phénomène. Les raisons sur le plan économique, sur le plan social, comme l'a dit notre collègue, sur le plan éducatif, sur le plan même idéologique. Il faut chercher, il faut tenter, il faut fouiller dans la mentalité des jeunes pour savoir comment ils réfléchissent et comment ils regardent les choses d'une manière ou autre. C'est pour cette raison que nous avons à Al-Azhar, nous avons déjà des initiatives à Al-Azhar. Justement, c'est-à-dire que vous trouvez qu'il faut commencer par exemple par l'enseignement, par l'ambiance même de formation peut-être. Oui. Là, on ne fait pas de grands pas apparemment. Nous avons déjà fait un pas à Al-Azhar. Et nous, en tant qu'Azhariens maintenant... Est-ce que vous le ressentez Oui, bien sûr, mais on doit globaliser et généraliser l'expérience. Vous voulez parler de quel pas? On a par exemple à l'Azhar... Vous avez commencé par les... À l'école, aux instituts préparatoires et secondaires à l'Azhar, on a commencé à insérer un programme nouveau, ce qu'on appelle Thaqafa Islami. Thaqafa, c'est quoi? La matière concerne quoi exactement? Concerne la rectification des idées erronées, des idées fausses, promulguées par les groupes terroristes et les groupes extrémistes qui adoptent déjà une idéologie déviée. Donc on a commencé à chercher ces idées erronées promulguées par ces groupes terroristes. Donc on a mis un programme particulier pour essayer de rectifier et de mentionner et d'étudier ces concepts et les inculquer aux jeunes azhariens. Donc nous, en tant qu'azhariens, appelons peut-être à généraliser l'expérience, à essayer d'avoir un certain programme dans nos écoles primaires ou bien préparatoires. Voilà. Parce qu'il faut toujours commencer avec l'enfant tout petit. Là, je reviens justement à l'attentat. Juste après l'attentat, le chef de l'État, le président Abdel Fattah ici a annoncé que, voilà, après cet attentat, l'Égypte ne sortira ou n'en sortira que plus unie. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je suis entièrement d'accord parce que c'est comme ça que se passe en Égypte lorsqu'il s'agit d'un fléau ou bien d'une calamité. Tout le monde se regroupe et se réunit, donc c'est clair. Mais en fait, je reprends aussi le discours de mon cher collègue. Oui, l'enseignement, l'éducation, c'est très très important, mais je crois aussi qu'il ne faut pas hésiter à confronter le problème véritable du jeune. Aujourd'hui, il y a des problèmes véritables. Premièrement, en tant qu'enseignant à l'université, moi je suis très très proche aussi des jeunes, non seulement à l'université de Al-Azhar, mais je suis comme professeur délégué dans plusieurs autres universités. Je crois qu'il y a cet état d'indifférence chez les jeunes vis-à-vis de ce qui se passe, comme quelqu'un qui dit par exemple à quoi je me mêle, donc ce n'est pas mon affaire. Moi, on parle de moi. Et suite à la conférence d'hier ou à la réunion d'hier, comment voyez-vous cette indifférence? Voilà, apparemment, oui, il y a une partie de la jeunesse qui n'est pas du tout indifférente. Il y a des idées qui sont tout à fait importantes, mais où se trouve par exemple le problème de chômage, le problème par exemple d'absence de logement, par exemple moins cher, par exemple, quels sont les problèmes? Les problèmes, on les connaît tous, on les discute, mais justement, à quel point on est vraiment capable de trouver des solutions à ces problèmes? La jeunesse en parle et les responsables les connaissent. Cette question doit être posée à M. Chérif Ismaïl, le Premier ministre. Ce n'est pas ni aux jeunes, ni à moi. Est-ce que vous trouvez que le poids est très lourd, que des pas sont déjà faits, ou le contraire, qu'on n'assume pas vraiment la responsabilité du moment? Je crois qu'on accélère le rythme en ce qui concerne les décisions difficiles, mais en ce qui concerne les solutions, par exemple, que faire face aux problèmes qui naissent
par exemple, de la libération de la monnaie nationale, par exemple, de la hausse de prix, par exemple, je ne sais pas, de plusieurs autres marchandises. On est trop lent, mais on est très rapide, en fait, comme TGV, en ce qui concerne les décisions qui peuvent par exemple, toucher tout le peuple d'une souffrance tout à fait constante. Très bien. Si le chef de l'État a déclaré que l'Égypte n'en sortira que plus unie, aujourd'hui, face au monde extérieur, et vous avez travaillé avec d'autres institutions à l'étranger, aujourd'hui, comment vous trouvez la réaction du monde entier vis-à-vis de cet attentat qui vise une église en Égypte, mais aussi un attentat qui se reproduit, pas précisément cet attentat, mais des attentats terroristes plus ou moins pareils qui se reproduisent dans d'autres coins du monde. Il y a deux côtés, en fait. Le premier côté qui est positif, c'est donc le monde étranger, il sera plus conscient qu'il s'agit d'un danger de terrorisme qui touche toute la région et par conséquent tout le monde. Donc c'est un point positif en faveur de l'Égypte. Mais il y a aussi un autre point tout à fait négatif qui dit par exemple que l'Égypte n'est pas assez stable, il y a toujours des attentats, donc ça va toucher en fait négativement malheureusement le tourisme et aussi les investissements étrangers. Voilà, alors qu'on était juste en train de relancer le terrorisme, voilà, ainsi que on a fait recul. Oui, normalement. Je ne sais pas si est-ce que vous trouvez qu'on va faire recul directement après un tel attentat? Le recul existe déjà, mais quand même ça rend la situation plus pire. difficile. Puisque normalement, quand on dit à tout le monde maintenant, là, il y a du terrorisme, il y a des terroristes, il y a des attentats. Donc ça donne un message négatif aux touristes ou bien à ceux qui veulent venir en Égypte. Donc là, même si on parle d'un terrorisme international. Oui, c'est difficile. Mais en fait, je reviens aussi aux déclarations du chef de l'État. L'Égypte est visée. Voilà, on est un pays. L'Orient même est visé. Pas seulement l'Égypte, mais l'Orient en général, puisque l'Orient, c'est l'Orient. Donc, on est tous visés. Et je reprends quand même la question de l'union de l'Égypte. L'union de l'Égypte, l'unité de l'Égypte, le tissu national est toujours solide. Est-ce qu'on peut jouer sur le tissu national? Jamais. Le tissu national est toujours solide, puisque normalement, vous trouverez les chrétiens et les musulmans en Égypte vivent toujours ensemble. Il y a quand même un certain lien étroit entre les musulmans et les chrétiens en Égypte. Il n'y a jamais ce mur de séparation entre les deux entités. Est-ce que dans la rue, vous pourriez reconnaître, bien faire la différence entre un musulman et un non-musulman? C'est vraiment triste. Voilà, c'est vraiment triste. Normalement, on a commencé de parler justement de communauté ou chrétiens et coptes. C'est justement à l'occasion de tel attentat, de tel incident. C'est pour cette raison, dans de telles situations, on ne doit jamais dire des musulmans et des coptes. On doit dire, voilà, un attentat qui a visé des Égyptiens et non pas des coptes. Oui, bien sûr, ils ont déjà une confession, mais ça touche tous les Égyptiens sans aucune distinction. Tous les Égyptiens, hommes et femmes, sont visés par cet attentat. Et hier, il y avait des musulmans, des musulmans, presque la plupart des policiers qui ont été tués, martyrisés, sont des musulmans. Et aujourd'hui, ce sont des chrétiens coptes. Pour cette raison, et si des policiers sont visés, on ne sait pas, ils sont des musulmans ou des chrétiens, on ne peut jamais le savoir. Normalement, mais là, je parle des victimes. Ils étaient musulmans, ils sont musulmans. Et donc là, le terrorisme est un phénomène mondial qui vise l'homme. Et là, si en Égypte, il y a un attentat, c'est un attentat qui vise non seulement les musulmans, non seulement les coptes, mais il vise l'Égypte. Et donc, que tous les Égyptiens, musulmans ou autres, musulmans ou chrétiens, tous les Égyptiens, tous les citoyens. Là, on doit insister sur le concept de la citoyenneté. Puisque si un chrétien, par exemple, un chrétien maintenant qui a fait une manifestation, il a quand même le droit. Mais dans les manifestations, quand il prononce des formules qui peut affirmer et renforcer son identité religieuse, oui, il a le droit. Mais quand même, ça peut toucher, d'autre part, un musulman. Donc c'est pour cette raison qu'on appelle nos frères chrétiens et même les musulmans, si on est dans un état de colère, on doit quand même maîtriser la colère et ne pas dire quelque chose qui peut blesser l'un ou l'autre, puisque nous avons un seul sort,
distincts, nous sommes un seul corps, inséparable. Il est inséparable, il le sera pour toujours. Et donc, nous devons insister sur ce point, sur l'Égypte, l'égyptianité, je peux le dire quand même entre guillemets, et la citoyenneté de tous les Égyptiens. Tous les Égyptiens, chrétiens et musulmans, ont les mêmes droits, les mêmes obligations, ont droit auprès de l'État d'être protégés et d'être quand même subventionnés, d'être préservés de point de vue âme, de point de vue bien, de point de vue honneur. L'État a cette responsabilité et tous les Égyptiens doivent assumer la responsabilité aussi pour faire face à tous les défis que vous avez déjà mentionnés. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, quel que soit le groupe qui soit derrière un tel attentat, c'est l'enquête qui doit le dire, un de toute groupe façon. terroriste, quel que soit. Mais justement, est-ce qu'on peut parler au nom de la religion? Comment est-ce que vous pouvez vous adresser non seulement à ceux qui ont fomenté l'attentat, mais peut-être à des jeunes qui exécutent sans être tout à fait conscients de ce qu'ils font? Voilà, on peut manipuler la jeunesse. Voilà, ça c'est la tranche sociale la plus fragile, ça c'est l'âge le plus un petit peu délicat. On peut l'influencer. Voilà. Derrière, il y a le terrorisme, mais justement, on monopole, je ne sais pas comment dire, mais on contrôle une jeunesse peut-être. C'est instrumentalisé de toute façon. Voilà. Premièrement, en fait, j'adresse toutes mes condoléances peut-être aux fiens des victimes qui ont trouvé la mort à cause de cet attentat tout à fait malicieux. Et deuxièmement, je parle directement à tous les partisans de l'islam et de toutes les religions en général. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait tuer au nom d'Allah? Ce n'est pas logique. Parce que, en fait, Allah nous a ordonné de préserver les âmes humaines lorsqu'il a dit quiconque qui tue une âme sans raison, c'est-à-dire sans, par exemple, vengeance, sans talion, sans rien du tout, sans talion, sans droit de talion, elle est semblable à celui qui tue toute l'humanité. Parce que l'humanité, c'est une unité indivisible, inalignable. N'importe quel être humain, soit ici, soit là-bas, soit par exemple le musulman, copte, soit même par exemple le païen, même animiste, même athée, qui ne croit pas du tout en Dieu. Donc, elle est une âme tout à fait respectée et tout à fait sacrée et sacralisée. Donc, je dis à quiconque cherche à perpétrer ou bien à commettre de tels crimes au nom de l'islam ou au nom de n'importe quelle religion, je lui dis que vous n'avez rien à voir avec n'importe quelle religion. Parce que la religion, en fait, c'est le message divin et Allah, il est toujours une clémence. C'est toute une clémence, c'est toute une miséricorde, c'est toute une tolérance. Même Allah, par exemple, si Allah n'était pas clément, il n'aurait jamais donné, par exemple, subsistance à quiconque qui ne croit pas en lui. Mais il donne subsistance à tout le monde. Voilà. Je dois vous remercier infiniment, Dr Kamel Gabala, d'avoir été parmi nous ce soir. Vous êtes professeur à l'université Al-Azhar. Merci à vous aussi, Dr Sani Mandour, d'avoir été parmi nous. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, encore une fois, nos condoléances aux familles des victimes, à toute la nation. Et donc, au revoir. Partage leur douleur et leur souffrance. Merci, tout à fait.